Je vais appeler la table ronde suivante. Donc, Sébastien Mirec, médecin anesthésiste réanimateur. Christophe Nicole, qui est directeur du laboratoire SIAD de l'Université de Bourgogne. Paul Ornetti, qui est coordinateur de la plateforme d'investigation technologique au CHU et co-responsable scientifique de Readaptic. Le professeur Charalambos Papaxantis, qui est directeur UMR, CAPS, INSERM 1093, co-responsable scientifique Readaptic et directeur du J-Starter. C'est pour ça que vous comprenez que je les appelle par leur prénom pendant les tables rondes, parce qu'autrement je ne peux pas m'en sortir. Et Umar Salem, qui est directeur R&D de BioSerenity. Le thème de notre table ronde, c'est intelligence artificielle et réadaptation. Et là, il y a des choses qui sont à faire. Vous avez commencé à lancer un certain nombre de projets. Et j'aimerais bien d'ailleurs que, en ce qui concerne tous ces phénomènes de recherche autour de la réadaptation, que Charalambos, vous nous expliquiez un peu comment vous avez travaillé sur la recherche translationnelle dans le domaine de la réadaptation, et en particulier pour le bénéfice du patient. Le micro va venir, vous en faites pas. La technique est super, on a vraiment des pros. Mais ils sont obligés de couper leur micro quand je parle. Voilà. On va changer de micro. Ça va mieux? Oui. C'est parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de cette table ronde qui est vraiment très intéressante et très d'actualité. C'est vrai que la réadaptation et l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est très intéressant. Les deux domaines sont faits la promesse d'un bon mariage, mais il faut beaucoup de choses encore à faire pour arriver à les concrétiser. Et pour bien utiliser l'intelligence artificielle au service du patient, il faut avoir une vision de la rééducation qui est plutôt centrée sur la fonction qui est sur la pathologie. Vous savez très bien que si je prends l'exemple d'un problème neurologique, si vous avez un AVC par exemple, il n'y a pas que la région de votre cerveau qui est impactée, il y a aussi la périphérie. Si vous ne pouvez pas bouger votre bras, il y a toute la fonction musculaire qui sera alertée et aussi, tout ce qui est la fonction articulaire aussi. À l'inverse, si vous avez un problème périphérique, certainement vous ne pouvez pas bouger, il n'y a pas que la périphérie qui est impactée, mais la région cérébrale, tous les réseaux neuronaux qui activent, qui pilotent ces segments seront aussi atrophiés. Donc il y a un vrai problème au niveau de la rééducation, donc il faut pénétrer et comprendre cette rééducation par la notion de la fonction. La fonction, par exemple, de la marche, la fonction de la préhension, etc. Donc ça, c'est le premier pas. Le deuxième, c'est d'avoir justement une approche dite translationnelle. C'est-à-dire, pour pouvoir aider un patient, il faut, si on parle d'un problème de la fonction, il faut comprendre ces mécanismes neuronaux, de la plasticité, comment est-ce qu'on peut, par exemple, par un entraînement d'un sujet sain ou d'un patient, changer les réseaux neuronaux, c'est-à-dire quels sont les mécanismes de la plasticité. Donc on commence à poser cette question chez l'homme. Une grande question, c'est si on ne peut pas rééduquer par les mouvements, par exemple, comment est-ce qu'on fait la rééducation si le patient est alité? Est-ce qu'il y a d'autres techniques des suppléances? Il y en a beaucoup. Par exemple, l'électromyostimulation au niveau de la périphérie, la stimulation cérébrale au niveau central. Il y a aussi un entraînement mental. Quel est leur impact? Est-ce qu'ils peuvent créer une plasticité? Il y a l'utilisation de la robotique qui est très, très, très intéressante. Donc toutes ces solutions-là peuvent être proposées aux patients. Et lorsqu'on arrive à proposer ces solutions aux patients, il faudra rendre cette rééducation personnalisée. Et là, il y a un problème. Pour rendre la rééducation personnalisée, il faudra pouvoir mesurer des choses. Et là encore, au niveau de la rééducation,
je dirais, un peu excessif, c'est le Moyen-Âge, malheureusement. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, pendant un programme de rééducation, équiper les patients de différents capteurs pour mesurer son mouvement, son activité cérébrale. Et je vous garantis, je vous assure qu'on est envahi par les données. Et là, par miracle, il y a l'intelligence artificielle qui arrive, qui rend tout ça très facile. Et vous savez très bien, si on n'a pas une vision, qu'est-ce qu'on cherche, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, l'intelligence artificielle, aussi puissante qu'elle est, elle ne va pas nous aider. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est le premier pas. On n'a pas encore arrivé à ce niveau-là. On essaie de faire quelque chose à Dijon, on progresse, mais je pense au niveau national et international, on n'a pas encore arrivé à ce niveau-là. Et ce qui sera très intéressant après, c'est une fois qu'on sait que ça marche, qu'on peut prouver que ça marche, et là, c'est justement l'interaction publique-privée, c'est de trouver des outils très simples qui peuvent être mis au service des rééducateurs pour faire une analyse simple des données, mais efficace pour avoir des données sur les patients facilement exploitables. Et je termine en disant que la rééducation, et mes collègues parleront mieux que moi parce qu'ils sont beaucoup plus spécialistes, ne doit pas s'arrêter à l'hôpital. C'est dommage. Donc il faut toute cette connaissance qu'on va développer, pouvoir l'exploiter lorsque le patient sera à son domicile, pour qu'il puisse bénéficier d'une rééducation digne de ce nom, avec la mesure de son programme de rééducation, des capteurs, pour qu'il continue à être personnalisé. Voilà, d'un point de vue d'un directeur d'une unité qui fait plutôt, qui a une vision du fondamental vers l'appliqué, ce qu'il devrait faire, on commence à faire, il y a beaucoup de choses encore, mais on a de l'espoir de pouvoir avancer rapidement dans ces données, au moins à Dijon, grâce à ce consortium G-Starter qui est très dynamique. Jeune, mais dynamique. Voilà. Paul, est-ce que vous confirmez le diagnostic de Sharon Boss et qu'est-ce que vous pensez? Tout à fait, pour avoir le plaisir de travailler et de collaborer avec lui depuis plusieurs années dans le cadre de mes activités de chercheur à son unité INSERM et puis en dirigeant la plateforme d'investigation technologique, on a appris à se comprendre et a appris à voir tout l'intérêt qu'on pouvait porter à travailler sur beaucoup de données, beaucoup de biomarqueurs. Donc on n'est plus du tout dans le domaine du tout petit, de la transcriptomique. Nous, on est sur une vision beaucoup plus holistique de la rééducation et de la personne. Donc la différence, c'est qu'on cherche à comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, à le restaurer et à travailler dessus en termes de nouveaux moyens. Et parmi ces nouveaux moyens, là je rejoins totalement, on a cette intelligence artificielle, cet outil qu'il va falloir le mieux utiliser, donner du sens. Alors ça peut être des outils très simples de récupération de données de patients dans des bases de données, sous couvert de savoir lesquelles aller chercher. Là je reviens sur la remarque de Sylvain Ladoire, parce qu'il faut quand même donner du sens à la donnée. Et puis on travaille beaucoup sur des dispositifs innovants. Donc là on rentre dans un champ très très large. On en discutera avec Oumar, avec qui on collabore avec BioSerenity, sur quels sont les meilleurs moyens d'évaluer une fonction, une perte de force, une perte d'équilibre, et puis aller vers des nouvelles thérapeutiques. Et là, il faut de la recherche, là, il faut des consortiums assez importants pour prouver qu'il y a un intérêt pour le patient et globalement pour la société. Donc là, c'est une démarche beaucoup plus médico-économique. Et dans ce cadre-là, on est très content à Dijon d'avoir un écosystème qui nous soutient beaucoup. Donc là, je voudrais en profiter pour vraiment remercier tous l'université qui nous soutient à différents points, avec la collaboration avec le SIAD, et puis la métropole et Santé Neuve qui, depuis le début, ont cru au projet Réadaptique, qui est un des projets phares du CHU de Dijon, dans le cadre de la rééducation et santé numérique. Donc c'est vraiment un nouveau champ qui est particulièrement innovant en termes d'attractivité, puisqu'on n'a pas beaucoup d'équivalents ni en France ni en Europe. Et on veut vraiment que ce pôle-là devienne un pôle fédérateur et de très, très très haut niveau scientifique ici à Dijon. Alors, je continue sur la deuxième partie de ma question, parce que, en fin de compte, la première, c'était assez évident.
Mais la deuxième, c'était, est-ce que vous pensez que justement les industriels, les start-upers, le reste de l'écosystème est suffisamment intégré dans votre recherche, dans votre pratique, ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Est-ce qu'il y a des choses à développer? Est-ce qu'il y a des choses à amplifier? C'est évident qu'il y a plein de bonnes volontés, qu'il y a plein de start-upers et même vraiment des industries historiques. Hein. On a Proteor sur Dijon qui sont prêts à collaborer. Donc nous, on cherche à mettre en place, et on a déjà mis en place 3 ou 4 partenariats publics-privés au CHU de Dijon avec ces entreprises. Mais le défi est immense en termes d'incubation. Pour différents points, on n'a pas le temps de développer, mais ça ne... pour moi, en tout cas, ça ne peut passer que par là. Voilà. Si on veut que ça matche et que ça marche, il faut que les entreprises puissent accéder à nos plateformes. Et il y a aussi l'inverse qui est vrai, c'est que nous, on soit beaucoup plus ouverts. Donc, on est allé récemment travailler à Paris avec The Serenity pour partager, brainstormer ensemble. Et ça, c'est des choses rares. En tout cas, moi, dans mon expérience de 15 ans de médecin-chercheur, j'avais jamais eu l'occasion vraiment d'aller sur place, et je suis très très demandeur de développer ça dans l'écosystème ici. Alors on ne sera pas sur des stratégies de type Paris Anti-Campus, hein. On n'a pas le même périmètre, mais il faut absolument que tous les acteurs travaillent ensemble, public, privé. Il n'y a que comme ça qu'on ira au bout avec des projets innovants et avec une finalité au bout pour le patient et pour la société. J'imagine, Hubert, que vous êtes d'accord avec ça. Et vous, en tant que société privée, justement, vous le vivez comment? C'est facile, c'est simple, c'est quelque chose qui est complexe On est tout à fait d'accord avec ça. Et au niveau de la complexité, ça dépend des partenaires avec qui on est et des structures avec qui on est. C'est intéressant, ça. Et en fonction si c'est CNS, CNRS, si c'est la région, si c'est un CHU, si c'est la INSERM, on fait des structures différentes, on a des règles différentes. Et on a vu que ça peut prendre de quelques jours à quelques mois, si ce n'est juste quelques années, pour rien que avoir un contrat pour pouvoir discuter. Et ça, c'est extrêmement dommage parce que c'est des sujets sur lesquels on peut aller très vite et sur lesquels la confiance interpersonnelle, comme avec l'équipe ici, elle peut arriver très vite et qui se construit dans le temps. Mais au niveau des institutions, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça freine parfois le travail, et c'est assez dommageable parce qu'on n'arrive pas à avancer et dans l'innovation et dans les problématiques de la santé, surtout lorsqu'on parle de données. Aujourd'hui, on sait tous que c'est un sujet qui est extrêmement délicat et extrêmement précieux pour tout le monde, que ce soit personnellement ou que ce soit pour les institutions. On sait tous que les données, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec. Techniquement, on peut faire beaucoup de choses avec les données, faire en sorte qu'on protège l'identité des personnes, mais tout en travaillant avec les données. Ce qu'il faut savoir, c'est que que ce soit BioSerenity ou même la majorité des startups, dans le domaine startup ou même des entreprises qui veulent travailler dans la santé, le business model n'est pas basé sur les données. Ce n'est pas les mêmes business models que les boîtes de marketing ou de publicité que peuvent être les grandes GAFA ou Google ou Facebook, par exemple, qui ont un business model basé sur la publicité. Nous, on ne cherche pas à faire ça. On n'a aucun intérêt à savoir que Madame Michu est allée à l'hôpital et qu'ensuite elle est allée à l'autre hôpital, parce que ce n'est pas du tout ça le business model. La donnée n'est pas intéressante en soi. C'est pour utiliser la donnée, pour en faire quelque chose, pour en sortir un diagnostic, pour surtout dans la réadaptation, on a besoin qu'on sorte de l'hôpital, on est dans la ville, on est à la maison, on est dans un institut de réadaptation, on puisse avoir une interopérabilité totalement fluide pour qu'on sache où est-ce qu'on va de l'un à l'autre. Et techniquement, il y a plein de solutions qui permettent de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de mettre en danger les données personnelles de la personne. Donc sur ça, il faut vraiment que les institutions comprennent que les personnes qui travaillent derrière sont d'une part responsables et d'autre part tout le monde est volontaire pour pouvoir faire ça dans les bonnes conditions. Les démarches qui ont été décrites hier par Régis Aubry, David Gruson et Cécile Thénard-Jalu, c'est quelque chose qui pour vous est totalement évident. Malheureusement, j'étais pas là hier et j'y veux plus. Vous parlez justement du code de bonne conduite concernant l'éthique des données et la création en particulier d'un certain nombre de commissions de protection des données au niveau régional.
pour vous, ça fait partie des mécanismes qu'une entreprise comme la vôtre peut appliquer Totalement. sans aucune forme de difficulté. Totalement. Il faut que ce soit des choses qui soient construites et avec des personnels des privés et publics. Il ne faut pas que ce soit juste des règles pour écrire des règles. C'est là où parfois on perd la réalité de la chose. Je vais revenir sur l'exemple de la labellisation HDS, autorisation à habiliter à donner de santé, qui en fait a été mise en place, mais pas mal de GHU n'ont pas pu les mettre en place parce qu'en fait leur budget de l'IT n'a pas forcément augmenté. Donc après 4-5 ans, des GHT n'ont pas pu être certifiés HDS. Et à la fin, comme c'était la deadline, on a juste fait des dérogations pour qu'en fait ils n'aient pas besoin d'être HDS tout en stockant des données de santé. C'est extrêmement dommage parce que c'est eux qui ont besoin d'avoir ces certifications-là. Et ils n'ont pas les moyens de les avoir parce qu'on a écrit des règles, mais derrière on n'a pas mis en place les moyens qu'il fallait. Et on n'a pas non plus laissé la place au privé pour qu'ils puissent venir les aider et les mettre en place parce que le privé, il y a certes parfois un tabou, c'est le grand méchant, alors que pas forcément, pas toujours. C'est juste un jeu dans lequel tout le monde doit trouver sa place. Christophe Nicole, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit des choses qui étaient assez passionnantes. L'IA, l'image qu'on s'en fait, c'est un mythe. On s'en fait souvent un mythe. On a des images qui sont des images résiduelles comme Terminator, des choses qui sont très violentes, qui sont... Et en fin de compte, pour vous, c'est pas du tout dans votre pratique, c'est pas du tout ce que vous ressentez. Alors, je vais faire une prophétie. Les professionnels de santé vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Comme les écrivains sont bien malheureusement disparus à cause des machines à écrire. Voilà. Il faut que vous compreniez ça. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde utilise l'intelligence artificielle tous les jours. Quand vous utilisez votre correcteur orthographique, c'est de l'IA qui corrige. Donc il faut se détendre un petit peu avec ce mythe hollywoodien de l'éthique et de l'intelligence artificielle. C'est l'éthique et l'humain dans sa pratique, déjà. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est un outil qui est conçu pour servir un objectif qui va être professionnel. C'est un outil compliqué parce qu'il doit modéliser une façon de penser d'un professionnel dans son activité, en intégrant ses règles de travail, en intégrant sa morale, en intégrant les règles européennes, françaises, locales, etc., qui sont les siennes. Voilà, donc plus vous arriverez vous-même à être clair et au clair sur vos pratiques, plus vous saurez les exprimer clairement à vos partenaires informaticiens dont je fais partie, plus vous aurez des outils de raisonnement, d'assistance au diagnostic, à la détection, à la prévention, etc., qui seront compréhensibles et exacts et acceptables pour vos pratiques. C'est tout. Ah, et les stylos n'ont pas disparu non plus à cause des machines à écrire, donc rassurez-vous. Oui, mais tout ça, par exemple, quand vous le mettez en pratique avec Redaptic ou avec d'autres, vous allez sortir le patient de l'hôpital, vous allez le mettre dans une EHPAD, il va retourner dans son EHPAD, ou il va retourner à son domicile. Comment on va faire la transition entre ces différentes étapes? Est-ce que ça peut migrer? Est-ce que ça va rester quelque chose? Ou est-ce que ça ne va caractériser qu'une portion du parcours de soins du patient dans sa réadaptation? Il y a une ambition dans Redaptic. Il y a énormément d'ambition dans Redaptic. Redaptic, c'est aussi un bâtiment qu'on veut intelligent, mais pas un bâtiment qu'on veut intelligent où lorsqu'on appuie sur le bouton, la porte de l'ascenseur s'ouvre et il y a une cage d'ascenseur derrière et pas un trou. Oui, c'est une intelligence qu'on aime bien rencontrer, celle-là, parce que quand on est distrait comme moi, on peut tomber. C'est une intelligence qui prend conscience en fait de la manière dont le patient va aussi réagir à une rééducation, à un profil, qui va alerter peut-être le médecin sur les difficultés du patient de manière bien plus claire pour le médecin que ce que le patient serait en capacité d'exprimer, etc. Et l'idée, c'est que cette intelligence thérapeutique qui se construit par observation, par discussion, etc., et par raisonnement, elle suive le patient tout au long de son cycle de vie, quel que soit son lieu d'habitation. Parce qu'à terme, on pense que Redaptic sera équipé, mais on peut penser qu'à terme, à faible coût, on pourra équiper le lieu de résidence du patient, quel qu'il soit, et faire ce qu'on appelle une notion virtuelle de hôpital hors les murs. C'est-à-dire qu'un médecin pourra dire physiquement, j'ai
30 chambres avec des patients dedans, mais j'ai 35 chambres en plus additionnelles et virtuellement, je pourrais suivre les activités de ces personnes, rentrer en contact avec elles par visio. Et on l'a vu avec ces deux dernières années, comment le remote, le distanciel a pu se développer et peut-être permettre une continuité du lien. Et cette continuité du lien, elle se fait grâce à l'intelligence artificielle, elle se fait grâce à toute l'informatique, elle se fait grâce aussi au savoir-faire et à l'adaptation, non pas des machines, mais des professionnels, quels qu'ils soient, et des personnes, pour pouvoir s'adapter aux contraintes et suivre au mieux les personnes en difficulté. C'est ça aussi que Réadaptique va permettre d'offrir à travers peut-être l'ambition médicale, l'ambition technique, mais aussi l'ambition humaine. C'est vrai la crise de la Covid a cassé un grand fantasme. Quand on discutait de téléconsultation, de télésoins, de télésuivi, de téléexpertise juste avant la crise, je me souviens d'avoir discuté avec Nicolas Revel quand il était chez Blacknam, c'était faut y aller vraiment doucement parce qu'on va quand même pas faire une médecine qui serait une médecine parallèle entre les mains des entreprises privées. Et puis d'un seul coup, nécessité a fait loi et 71% des médecins, si mes souvenirs sont bons, on fait des consultations, des téléconsultations, et la médecine s'est ouverte à un mode de pratique qui a été totalement accepté par les patients. Comment on fait pour réussir ça? Il nous faut une crise pour ça, ou comment on va amener la population sur les nouveaux outils? Pour moi, il y a deux acteurs, il y a deux mécanismes. Le premier, il faut arrêter de fantasmer, et le deuxième, il faut expliquer. Il faut de la pédagogie. Voilà. Et la pédagogie, on la voit, elle se développe à Dijon parce qu'il y a des DU, il y a des masters, on voit de plus en plus de l'appétence du monde médical pour les mondes des technologies. La table d'avant, vous êtes tous désolés de tous ces gens brillants en France qui s'en vont. J'aimerais que vous notiez qu'il y a énormément de gens brillants de l'étranger qui viennent ici et qui sont ici parmi nous et qui travaillent. Ces gens-là aussi apportent, et c'est ce brassage qui fait qu'à un moment donné, on s'acculture tous les uns aux autres et on va tous ensemble vers un futur que je veux et que je sais sera magnifique pour tous, parce que justement, on va arrêter de fantasmer n'importe quoi, on va être dans la réalité. Il faut pratiquer. C'est comme le vélo électrique. C'est vraiment bien une fois qu'on l'a essayé. Voilà. Là, c'est pareil avec l'intelligence artificielle, on va plus loin. Voilà, n'ayez pas peur d'essayer, d'être accompagné. Venez voir les laboratoires, venez voir les experts dans le domaine. Arrêtez de regarder, de consulter TF1 et Hollywood. Voilà. Nous, on va vous parler des choses vraies, réelles, et on va essayer de trouver des choses adaptées à vos besoins. Sébastien, dans un service comme un service d'anesthésie et réanimation, l'intelligence artificielle, il y en a partout? J'aimerais bien. Malheureusement pas encore. Donc moi j'ai pas le point de vue du rééducateur, mais plutôt du réanimateur anesthésiste effectivement, et passionné par l'innovation en santé. Et je crois qu'il faut voir dans l'IA en santé, il faut voir avant tout de la santé. Je crois que c'est globalement c'est ce qui est dit, c'est ce qu'on dit depuis hier, et se dire que l'intelligence artificielle est un outil qui va nous servir à améliorer la prise en charge, à nous servir à nous redonner du temps médical ou paramédical, en fait va nous aider, qui va partir d'un besoin. Donc ça, c'est un point, à mon sens, très important. Pour les services de réanimation, d'anesthésie, on fait de l'intelligence artificielle, mais à mon sens, pas assez encore à l'heure actuelle. Pas assez à l'heure actuelle parce que sous couvert de difficultés d'interopérabilité, de récupération de données, de difficultés de logiciels qui rendent les choses un petit peu plus compliquées que ce qu'on voudrait. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce qui est très intéressant, c'est de rendre... alors sur la réanimation, c'est un peu compliqué, mais ce que je vois avec Réadaptique, c'est qu'on personnalise la médecine. Et en fait, on met au cœur du système le patient dans son parcours de prise en charge. Alors moi, je suis sur du soin aigu, et en fait, tout ce que je ne peux pas faire va s'impacter sur l'adaptation derrière, dans un sens positif ou négatif. Et donc, on a tout à fait intérêt à utiliser l'intelligence artificielle et l'innovation pour faire un parcours de soins du lieu de l'accident, globalement, et le préhospitalier, on peut faire des choses, jusqu'aux soins aigus, aux soins chroniques, et puis à la maison, à domicile. Et on voit que le Covid nous a permis de développer beaucoup de choses qu'on n'avait pas réussi à faire jusque-là. Donc on a encore beaucoup de marge, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Pas avoir peur de ça, même si, malgré tout, au niveau du monde médical, un monde qui est parfois assez conservateur, même je crois que ce n'est pas les personnes qui sont ici, mais il y a des difficultés derrière parce qu'il y a des peurs.
Et parce qu'on n'a pas la bonne vision des choses. C'est qu'il faut vraiment voir cette intelligence artificielle comme un outil, comme un dispositif qu'on utilise déjà tous les jours dans notre vie courante et qui va nous permettre d'améliorer cette prise en charge. Et comment on va faire pour favoriser justement cet essor de l'intelligence artificielle? Il faut y aller doucement, il faut y aller par diffusion lente, ou est-ce qu'il faut à un moment ou un autre décider qu'on va faire une expérience particulière ou lancer un produit particulier qui va attirer un peu comme ce qu'on a vu avec l'essor des applications sur Internet, voilà, quand on a vu arriver Deliveroo, quand on a vu arriver un certain nombre d'outils comme ça pour le grand public, ça s'est imposé d'un seul coup, mais c'était plutôt de la communication au départ que du produit. On a trouvé l'intérêt du produit ensuite. Pour la médecine, ça va être plus compliqué quand même. Je ne suis pas sûr, je pense que ça va s'imposer à nous, et ça s'impose déjà à nous, et dans un sens très positif en soi, avec les règles, avec voilà, qu'il faut qu'on encadre, avec un côté éthique, un côté déontologique, on va dire, en gardant ce côté humaniste de la médecine. Donc je crois qu'il faut l'accompagner, mais pour ça, il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table. Je crois que les sociétés savantes, nos spécialités médicales, chirurgicales, vont être profondément transformées dans les années à venir. Le métier d'anesthésiste réanimateur dans 10 ans, je ne sais pas ce que ce sera, peut-être même dans 5 ans. Je ne sais pas quel sera notre métier, comment on exercera notre spécialité. Et nous, on se pose la question au niveau de notre société savante, la SFAR, de réfléchir à quelle est notre vision dans les années à venir de l'exercice de notre profession. Et ça, il faut en être conscient, parce que les nouvelles technologies vont s'imposer à nous par les industriels, qui vont développer des outils extrêmement intéressants, qui vont nous faciliter la vie pour faire réfléchir avec notre cerveau et nous aider à mieux réfléchir, et par les patients en fait, parce que finalement c'est les patients qui viennent maintenant. Les associations d'usagers sont très pertinentes et veulent le meilleur soin partout sur le territoire, donc quelle est la solution? Je ne sais pas. Par contre, je crois qu'il faut faire confiance aux acteurs du terrain, et je crois que l'exemple de Readaptic est un bon exemple d'écosystème favorable à l'émergence de l'innovation. En fait, d'allier, mettant l'acteur au centre du système, en alliant du soin, de la recherche et de la formation, je crois que vraiment c'est quelque chose de très intelligent. Et les professionnels, en fait, viennent autour de ce patient dans une structure innovante, dans un smart hôpital, ou je ne sais pas, je pense qu'il ne faut même pas l'appeler hôpital, en fait, mais je crois vraiment dans une structure innovante, où c'est cette structure et c'est les professionnels qui vont s'adapter aux patients. Et je crois que ça, c'est très innovant dans le modèle. Et on pourrait l'avoir dans plein de filières. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que sur le territoire, il y a des spécificités, il y a des entreprises qui sont là, il y a un tissu industriel qui est présent. Je crois que l'autre chose aussi, c'est ce qu'on fait là, c'est le forum qui est là aujourd'hui, le premier forum, c'est faire de la communication. Je crois qu'il faut communiquer auprès du grand public, il faut communiquer auprès des professionnels, communiquer auprès de nos internes, nos étudiants en santé, et tout le monde peut avoir une idée. Et je crois qu'en partant de là, il faut se mettre dans cet écosystème, participer au DU, participer au master, faire de l'acculturation des professionnels et leur dire: vous êtes aussi des acteurs, vous allez pouvoir proposer ces outils, les développer, lever les freins qu'on connaît, qu'on peut connaître, permettre peut-être à des étudiants par la suite d'avoir effectivement ce qu'on nomme ces doubles parcours. On ne pourra pas tous avoir 2 thèses, c'est compliqué, ou 3 thèses, ça peut devenir compliqué, surtout quand on les cumule. Mais par contre, les aider et trouver les acteurs qui peuvent nous aider sur je crois que c'est un bel exemple ici. Sharon Bose, vous partagez cette vision? Absolument, absolument. C'est un domaine qui va connaître une croissance très importante, et rien que par la pression de la société pour une médecine, pour une rééducation plutôt, pour être plus spécifique, de précision. On oublie souvent rapide. C'est-à-dire que ce qui serait très intéressant, c'est lorsque on peut intervenir chez les patients et prévenir un certain nombre des choses, il faut le faire. Je prends l'exemple de la rééducation. Il y a un patient qui est admis dans le service de rééducation pour un problème. Il reste alité 2 semaines. Il est guéri de son problème, mais il a plein d'autres problèmes au niveau moteur. Donc on a justement, dans le cadre du G-Starter, une collaboration avec le professeur Queneau, pour essayer d'intervenir, même chez les patients qui sont inconscients, tester toute la fonction motrice pour voir comment elle se dégrade pendant l'admission en rééducation.
Donc c'est quelque chose qui est très important. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec au rôle que l'on a donné à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas qu'un outil, c'est la diminuer. Elle se transforme en outil. Mais les personnes qui font de l'intelligence artificielle ont leurs propres théories, leurs propres modèles, leurs propres contraintes scientifiques, de verrous à lever. Certainement, ils doivent répondre à un objectif, mais c'est une science à part entière. Et je pense qu'il y a une dynamique qui est cachée, et si on arrive à la faire émerger, ça serait très intéressant. Je m'explique. Jusqu'à maintenant, on avait l'interaction entre les fondamentalistes, les chercheurs fondamentaux, et les cliniciens. Et on disait ce qui est très bien, c'est que les uns alimentent les autres. Les problèmes de l'un alimentent des autres. Les avancées scientifiques, comment peuvent aider les cliniciens, et comment les cliniciens, quand il y a un problème, peuvent me faire réfléchir sur le problème. Maintenant, on rentre dans ces dialogues l'intelligence artificielle. On doit se comprendre. Ça paraît beau, mais ce n'est pas aussi simple. Quand je discute avec Christophe, pour la science, déjà se mettre d'accord sur les concepts, c'est pas facile. Et j'espère qu'une fois que j'aurai compris comment lui, il voit les choses et comment moi, lui va comprendre comment moi je vois les choses, peut-être qu'au niveau sémantique, on a des choses à changer, ce qui peut aussi changer la façon dont on va chacun voir sa science respective. Et tout ça, je pense que ça va, comme je le dis, créer une dynamique qui pourra davantage permettre d'avancer dans ces domaines. Voilà. Christophe, quelles sont les avancées que vous voyez, vous, dans les prochaines années en ce qui concerne cet apport nouveau sur la base de cette réflexion et de ces outils dans le domaine justement de la rééducation? Qu'est-ce que vous en attendez comme projet thérapeutique pour un patient dans 3 ans, par exemple? Je ne sais pas répondre. Non, mais après, si je vous réponds, ça va être l'ordre du fantasme. Je vous dis justement, il faut éviter de fantasmer, il faut être pragmatique. Alors c'est quoi? C'est la Demander à un médecin ce qu'il imagine pour son patient dans 3 ans comme nouvel type de... Parce qu'il connaît beaucoup mieux le problème que moi. Après, une fois que le patient et le médecin se seront mis d'accord sur ce qu'ils souhaitent atteindre dans 3 ans, là, ils viennent me voir. Puis on verra si on est tous ensemble capables de l'expliquer à une machine. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Parce que le métier celui qui fait des intelligences artificielles, son boulot, c'est de comprendre la réalité et les croyances associées et d'aller expliquer ça à une machine pour qu'elle soit au plus juste capable de comprendre cette vérité et de restituer un raisonnement qui a de la valeur. On arrête là. Donc, vous prédire ce qu'il va y avoir plus tard, moi je suis un scientifique, je peux faire que des hypothèses. Donc, et alors, Humar, quels sont les produits ou les projets que vous avez pour dans 3 ans, justement, sur ce domaine? Alors, parce que vous êtes provider de projets, forcément. Tout à fait. Une entreprise... On doit regarder sur les années qui viennent et travailler. Donc, le cœur de métier de Biosanity, c'est faire dispositifs médicaux connectés. Donc, c'est de faire en sorte qu'on fait du non-invasif avec du diagnostic qui va intra-hospitalier vers le plus proche, vers le domicile du patient. Donc, on peut prendre de l'EEG, on peut prendre de l'ECG ou de la cardiologie, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des fonctions multimodales? Parce que dans la réadaptation, ce qui est important aussi, c'est qu'on a besoin de cet aspect multimodal, neuro-cardio, fonction motrice, pour pouvoir suivre le patient. Donc, nous, on va développer des dispositifs qu'on peut avoir le plus proche du patient. Donc, on a commencé par le textile comme étant un support privilégié pour notre électronique. Aujourd'hui, on est sur des patchs ou sur des dispositifs qui peuvent avoir des formes différentes, qui sont cliniquement validés et donc ils vont être connectés d'une manière à un téléphone ou au Wi-Fi directement ou directement avec la 3G pour que les données arrivent soit en continu, soit comme on les a voulu sur un serveur qui est sécurisé et le médecin puisse avoir accès à ces données-là. L'intelligence artificielle, elle arrive à plusieurs niveaux. Au talk juste précédent, on parlait beaucoup d'imagerie. Ici, on va avoir l'intelligence artificielle au niveau de
de faire du nettoyage de la donnée. Comment est-ce qu'on fait sur une journée, lorsque je cours, lorsque je bouge, toute la donnée n'est pas pertinente, voire même elle n'est pas propre. On va nettoyer la donnée de manière intelligente pour que le médecin n'ait pas sur un mois de données à regarder chacune des données une par une, et surtout qu'il ne rate pas une donnée critique. Donc on va faire cette aide-là pour qu'on aide le médecin à regarder que les données qui sont propres, à identifier les données ou les pics qui sont pathologiques, à avoir des biomarqueurs en fonction des pathologies qu'on a préidentifiées sur l'insuffisance cardiaque, par exemple, ou sur des fonctions où on veut être dans la prédiction. Donc là, on en vient à la médecine 4P, où on veut être participatif, préventif, prédictif et j'en ai combien. Et surtout que nous, Biosanity, on va vers la médecine 5P, où il y a 2 preuves qui arrivent aujourd'hui. On n'est pas sur des montres connectées où on a une donnée qui est sympa, qui est jolie. Il nous faut quelque chose qui est validé cliniquement. C'est ce que les médecins veulent. Le reste de la donnée, ça n'a aucun intérêt. Donc on travaille sur des dispositifs médicaux qui vont arriver dans les 3 prochaines années, dans la cardiologie, dans la neuro, dans la réadaptation, ça va être un mélange de tout ça. Dans la santé de la femme, urologie également, on travaille beaucoup, et santé de la femme pour des suivis de grossesse à risque, urologie pour les problèmes du bas appareil urinaire, en cardiologie pour des suivis d'insuffisance cardiaque, donc fonction multimodale avec la pression artérielle en continu et l'endémie cardiaque, qu'on essaie de voir pas seulement à des mesures qui sont discrètes dans le temps. Et dans la neurologie, bien sûr, c'est notre cœur de métier, et le sommeil. Parce que le sommeil, c'est là où on retrouve beaucoup d'autres choses. J'ai une question, Christophe. Est-ce qu'il y a un clivage générationnel? Est-ce que les outils d'IA sont plus facilement préemptés ou utilisés? Parce que quand on voit le dataton de ce matin, on avait une flopée de jeunes talents qui étaient là. C'est quand même un métier qui émerge. Donc, est-ce que cette appétence, on la retrouve chez les professionnels avec des vieux médecins qui resteraient très fichiers papier et des jeunes médecins qui... Vous, avec Réadaptique, vous avez peut-être au sein des équipes perçu des comportements ou des... Alors, c'est très difficile à dire parce que, donc déjà, je peux expliquer que je n'ai pas vu de frein de la part des chauves, voire des mi-chauves. Ça, c'est parfait. Voilà. Nous sommes une population extrêmement tolérante. Ça va très bien, voilà, jusqu'à présent. J'ai vu des petits en taille, bien plus d'appétence que peut-être certains trop grands. Maintenant, vous dire exactement, vous savez, c'est très compliqué de vous répondre. Vous posez des questions quand même assez difficiles. On est vendredi soir. Voilà. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est un terme. C'est comme rêve, qui est un terme aussi. Tout le monde sait ce que c'est qu'un rêve. Tout le monde rêve, mais tout le monde rêve différemment. D'accord? Et surtout, il est très difficile d'expliquer ses rêves. Donc, est-ce que les rêves seront révélateurs comme l'intelligence artificielle le sera, etc. Je pense que c'est l'affaire de chacun. Et aujourd'hui, classer des petits, des grands, des jeunes, des vieux par rapport à ça, moi, je peux vous assurer qu'il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là. C'est ouvert à tous. Pour une fois que c'est démocratique, allons-y, tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on réussira, ensemble. Petits, vieux et jeunes. Je faisais référence à ça parce que dans en particulier la connaissance ce qu'on appelle la fracture numérique, on dit toujours qu'il y a des populations qui sont des populations géographiquement démunies par rapport à ces moyens. Donc installer Réadaptique chez quelqu'un de mon village, c'est facile maintenant parce qu'on a la fibre, mais il y a 2 ans, c'était pas possible. C'est dans ce sens-là que je voyais cette acculturation n'est pas faite au sein de la population d'une manière aussi homogène que ça peut arriver chez les chauves. Alors, en ce sens-là, je souligne tout à fait. Excusez-moi, je n'avais pas compris que donc c'est moi qui suis fatigué. J'en suis qu'à ma 6e table ronde. Alors, là où on réussira, ouais, enfin vous êtes un expert, là où on réussira, et c'est là où vers tout le monde tend, c'est quand l'intelligence artificielle se fera complètement oubliée. Voilà, c'est tout. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui prennent des photos avec des téléphones. On aurait dit ça il y a 30 ans.
Les gens vous auraient regardé en disant ce qui se dit. Voilà. Donc, il faut comprendre que le jour où, tout va bien, le jour où l'intelligence artificielle, tout le monde l'utilisera sans aucune difficulté parce que personne ne saura qu'elle est là. Voilà. Et ça sera très bien puisque l'usage sera prédominant sur la technique et la technologie associée. C'est un défi. Charles Rambous, vous vouliez rajouter un mot par rapport à ça? Je veux dire que c'est un défi aussi que tout le monde puisse l'utiliser. Je voudrais juste apporter un témoignage très simple. Et dans mon laboratoire, on utilise des robots pour interagir avec l'humain et surtout chez les sujets âgés. Les courants passent très très bien. C'est incroyable comment, après quelques minutes avec un robot anthropomorphe, Pépère, etc., mon collègue Peter peut témoigner, comment est-ce que le courant passe très bien avec une personne âgée. Elle communique, elle est ravie, et comme disait Christophe, on dirait presque qu'elle oublie qu'elle communique avec un robot, quelqu'un qui n'est pas humain. Donc je pense que si l'utilité est là, la personne oublie avec qui interagit, parce que c'est l'utilité qui prend les dessus, et voilà, les choses se passent de manière naturelle. Il faut certainement faire des études d'acceptabilité, c'est pas aussi simple, mais la première expérience que nous avons nous montre que c'est prometteur. Voilà. Paul, vous en pensez quoi? Comme il y a de l'appréhension à la nouveauté, mais dans le domaine médical, il y a de l'appréhension. Bon, quelqu'un qui chute, il a une appréhension pour bouger. Je pense qu'il y a tout un travail de fond, de formation à tous les niveaux, formation initiale, formation continue, ce qui sera probablement plus compliqué que la formation initiale parce que les obstacles sont plus importants. Et je pense qu'il n'y a pas de fracture, en tout cas numérique, dans nos sociétés actuelles, sous couvert qui est l'engagement global et que tout le monde puisse y avoir accès. Donc moi, c'est ma crainte sur la vision qu'on a de développement à distance et de l'hôpital hors les murs. C'est comment on arrive à faire la même chose en centre de rééducation du futur bâtiment réadaptique et dans le GHT, dans une zone, donc un groupement hospitalier de territoire, pardon, qui est un groupement de 9 établissements en Côte d'Or et en Sud-Haute-Marne. Donc là, il y a un vrai travail et je pense que ça fera le lien avec le prochain groupe pour développer les écosystèmes qui évitent, en tout cas limitent l'inégalité et l'inéquité des soins et de la rééducation si on prend le domaine que je connais. Et c'est pour moi d'autant plus important que moi je dépends de ce GHT, donc vous imaginez bien que j'attends ça avec impatience, parce que le vendredi soir aussi je peux avoir des problèmes de réadaptation et des problèmes moteurs, comme tout le monde, et que l'âge avançant, c'est pas parce qu'on est chauffe qu'on est plus jeune que les autres, mais au contraire, on arrive quand même dans des circonstances où on va avoir besoin de vous dans les territoires, et ça va être d'ailleurs le thème de notre prochaine table ronde. Et vraiment merci de nous avoir éclairés sur tout ce que vous avez fait.